content. La dernière fois que je suis venu, c'était Redis, donc c'était il y a 2 ans, à peu près, je pense. Chaque fois que je change de boîte, je viens. Et aujourd'hui, on va parler de Copilot, et je dis on parce que ce qui sera intéressant, c'est qui utilise Copilot. Je pense qu'il ne faudra pas hésiter à couper ou s'il y a un commentaire à faire sur la façon dont vous l'utilisez, parce que c'est un outil qui est très personnel en fait. Comme l'IDE, la façon dont vous travaillez avec votre IDE, ça peut être différent de la façon dont moi je vais travailler. Et ça va être quelques slides et après démo, discussion. Alors, j'aime bien mettre cette slide quand je parle de Copilot, à la fois pour dire voilà mon travail. Mon travail aujourd'hui, c'est d'être solution engineer, donc ingénieur avant-vente chez GitHub, donc c'est aider les gens à utiliser GitHub en entreprise, mais également, comme je fais aujourd'hui, plus de parler à des communautés. Mais quand je parle de Copilot, j'aime plutôt parler de la partie qui est à droite, c'est-à-dire que quand je développe, en tant que solution engineer, au bout du compte, je ne fais pas beaucoup de code, je fais beaucoup de démos, je parle beaucoup, je réponds à plein de questions, toujours les mêmes questions. Mais par contre, quand on travaille avec Copilot, si on est développeur, et plus on développe, plus on pisse la ligne, plus c'est intéressant. Et c'est pour ça que je vais prendre des exemples avec ça. Alors pourquoi l'application? C'est une application qui est liée à la planche à voile, mais quand je faisais du triathlon, j'avais fait une application sur le triathlon, parce que c'est pour avoir un cas d'usage réel, en fait, pour faire autre chose que pet clinique et compagnie. Et pourquoi il y a plein de technologies? Pour apprendre, pour continuer d'apprendre, quand on me pose des questions, j'ai une idée, une petite expérience de ce dont vous parlez ou de la réponse que je vais donner, pas uniquement vous êtes un peu plus réel. Et Copilot, en fait, c'est plein de choses dans l'histoire de GitHub et de Microsoft et d'OpenAI, mais par contre, il y a un vrai besoin métier qui est d'améliorer l'expérience du développeur. Ça, c'est le rôle de GitHub, c'est de donner la meilleure expérience du développeur, du DevOps, de la sécu, etc. pour les applications, avec comme objectif de travailler sur la productivité, on parle beaucoup de développeur happiness chez GitHub, donc être certain que le développeur est content de travailler et continue d'être content de travailler. Et la façon dont c'est né, en fait, c'est que Microsoft a racheté GitHub il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Moi, j'ai rejoint GitHub il y a 2 ans et demi, donc c'était bien après. Et si on regarde dans les news, je crois qu'en 2019 ou 2017, quelque chose comme ça, Microsoft a investi $1 milliard sur OpenAI, le tout début d'OpenAI. Et un des projets, c'était de voir est-ce que quel dataset utiliser. Il y avait ce que faisait OpenAI de son côté, sur vraiment le côté texte pur, et Microsoft, GitHub et OpenAI, ensemble, ont travaillé pour créer Codex, un outil basé sur l'intelligence artificielle pour analyser du code et comprendre le code et générer du code. De fil en aiguille, c'est devenu Copilot. Et en gros, Copilot, ça va faire 2 ans que ça existe. 2 ans que c'est public, entre guillemets, il y avait quelques développeurs en interne. En interne, tout le monde y avait accès. Et en externe, quelques personnes qui étaient sur invitation. Après, ça a été mis en public sur les plus gros contributeurs open source sur invitation de personnes. Puis pour individuels, Copilot for individuals, c'est peut-être ce que vous utilisez, je ne sais pas. Et depuis décembre, il y a Copilot for business, qui est le Copilot pour l'entreprise. Alors, si on a besoin, je rentrerai dans le détail de ce que ça veut dire, mais ce sont des produits qui sont malgré tout très très jeunes. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'utilisateurs de Copilot. Et la plupart, la grosse croissance, elle est côté entreprise. Parce que justement, ça répond à un besoin. On verra comment ça va évoluer, on verra. Mais moi, je sais que la blague que je donne, c'est si demain je quitte GitHub, je paye immédiatement la version perso. Je ne peux plus m'en passer. C'est un outil, c'est aussi important que l'IDE pour moi aujourd'hui. Quand on parle de la productivité du développeur, si je vous demande est-ce que vous mesurez la productivité du développeur dans vos boîtes, la réponse elle est non. Est-ce que vous le faites, ce docteur? Non. Et si je demande comment on peut faire, alors c'est surtout pas moi qu'il faut demander. Mais donc c'était très dur, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est quand on parle entre nous de développeurs, on va trouver des cas d'usage où c'est intéressant, on va pouvoir dire. Quand on va parler à un manager, il va dire oui, mais si je paye, combien ça me rapporte? Je ne sais rien. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a travaillé sur des choses, et notamment on a fait un blog post l'année dernière où on a appelé des freelances
Et je vais directement en bas, je vous passerai les slides après, bien sûr. On a demandé à 95 personnes d'utiliser, c'est un peu ce qu'on va faire demain d'ailleurs dans le workshop, si vous faites le workshop. Développe-moi un serveur d'API en JavaScript, donc utilise ce que tu veux, et développe-le-moi. Et on a demandé à 45 personnes avec copilote de le faire, 50 personnes sans copilote de le faire, et on a laissé ça. Et le but c'était de prendre un petit cas d'usage et voir comment ça marchait. Ce qui est intéressant, c'est, heureusement d'ailleurs, les deux ont réussi en majorité et ça a été plus rapide avec copilote. Alors vous pouvez faire ça dans votre entreprise, vous prenez une équipe, vous leur donnez copilote, l'autre équipe vous leur donnez pas, vous faites la même chose. Je ne suis pas certain que votre management va accepter de faire ça. Par contre, il y a quelque chose qui est en retour, qui est immédiat et qui est facile, c'est la perception qu'on a en tant que développeur. Quand on commence à travailler, à utiliser copilote, on se sent plus productif, on est un peu plus concentré, etc. Moi, si je reviens sur les slides, donc ça c'est le côté perception. Si je reviens sur les slides, les deux numéros que j'aime beaucoup, les deux sujets, c'est je passe moins de temps à chercher, parce qu'en fait je reste dans l'IDE. Et donc comme je reste dans l'IDE, je suis plus concentré sur le flux de ce que je fais. Et ça change beaucoup ma façon de travailler. Alors quand je dis façon de travailler, notamment parce que c'est un projet perso. Donc en fait, je ne bosse pas 8 heures par jour sur ce projet, je vais passer 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Si je peux gagner 10, 15, 20% de temps parce que je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, c'est un gain énorme. Donc j'aime beaucoup certaines de ces valeurs. Alors comment ça marche? Alors ça c'est une partie qui est intéressante, importante à comprendre aussi quand on va parler du côté entreprise, du côté OpenAI. Qui a testé ChatGPT? Qui paye ChatGPT? Donc, tous ceux qui ne payent pas ChatGPT, vos données elles sont utilisées potentiellement pour enrichir le modèle. Donc si vous avez fait ça dans le cadre du travail dans un truc super confidentiel, vous avez cassé le contrat, etc. Sur GitHub Copilot, ça s'appuie sur OpenAI et ça s'appuie sur GPT. Sauf que GitHub Copilot tourne sur un tenant Azure GitHub. C'est-à-dire que tout ce qui s'exécute, c'est avec un contrat avec GitHub qui a en fait son infrastructure qui est de l'Azure, dans lequel on a installé OpenAI et on a créé ce service. Et dans les discussions qu'on peut avoir autour de l'AI génératif, il faut savoir que si vous avez besoin de faire ça pour votre service, vous voulez créer votre chatbot avancé sur du GPT dans le contexte de votre métier, vous pouvez le faire. Ça s'appelle Azure OpenAI Service, et je suppose que les autres cloud providers vont avoir l'équivalent. Aujourd'hui, GPT a quand même vraiment de l'avance sur le reste de la communauté autour de ça. Mais pour moi en tant qu'utilisateur, ça c'est une boîte noire. Une boîte noire. Ça serait des petits développeurs à La Rochelle qui tapent du code pour générer des suggestions. C'est pareil, moi je m'en fous que ce soit de l'intelligence artificielle. Ce que je veux, c'est une suggestion qui arrive rapidement. Par contre, ce qui est important d'un point de vue contractuel et dans la façon dont vous travaillez, c'est que cet échange-là, c'est entre votre compte GitHub et GitHub. Après, dans les termes de service, dans ce qu'on fait de la donnée, je vais expliquer par la suite, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et notamment sur le proxy qui est au milieu, quand on envoie un contexte, et je reviendrai sur le contexte dans une seconde, quand on envoie un contexte d'information qui vient de votre éditeur de code, ça passe dans des filtres, on va vérifier s'il n'y a pas de données personnelles, on va vérifier s'il n'y a pas de l'abus, du langage malsain, etc. En fonction de ça, on va renvoyer des erreurs ou pas. On reconnaît le code que vous utilisez, est-ce que je suis du Python, est-ce que je suis du Java, etc. Et après, on appelle le modèle. Et au retour, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'au retour, il y a des suggestions qui sont faites par le robot. De la même façon que dans ChatGPT, vous avez un morceau de réponse ou du code, ben là c'est pareil, vous allez avoir quelques morceaux de code qui vont revenir. Et le proxy repasse dans des filtres pour vérifier les données personnelles, la toxicité, donc la partie, le code. Et un peu d'amélioration de code, ou en tout cas du tri dans le code qualité. On va essayer de filtrer s'il y a des mauvaises pratiques dans le code, de l'injection SQL, etc. Et vous voyez, à chaque fois, je dis essayez. Ce n'est pas un analyseur de code statique, on ne va pas attendre 3 minutes qu'il ait vérifié l'ensemble du code pour vérifier si c'est bon. L'objectif, c'est qu'on est dans l'IDE, on tape, je veux la réponse, on tape, je veux la réponse. Et donc, c'est toujours, ça va être un best effort.
Et ce qui est clé, c'est que le code qui arrive chez vous, vous en êtes responsable. C'est votre code, et il faut continuer de le tester. Alors évidemment, il faut le comprendre. Il faut continuer de le tester, ça ne change rien au cycle de développement. C'est-à-dire la CI, la partie code revue, la partie sécu que vous faites, ça vient juste se rajouter, c'est une autre façon d'écrire du code, aller un peu plus vite pour écrire du code. Et l'autre partie, c'est la duplication. C'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui revient, c'est du code qui est généré, c'est du nouveau code, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais un contexte qui est gardé ici qui va vous redonner le même code. Si vous donne le même code, c'est juste par hasard que ça tombe sur le même code. Donc ça veut dire que quand on génère du nouveau code, potentiellement ce code qui est généré, la suggestion, elle peut être identique avec du code existant sur un repo public. Si vous faites un algo tout bête, et je vais essayer de... Alors c'est dur à reproduire, mais donne-moi les nombres premiers, patati patata en Java, la fonction qui va faire ça, il y a de grandes chances qu'elle existe déjà. Que quelqu'un l'ait déjà écrit sur un repo public. Et en fait, quand on a la détection du code existant, toutes les suggestions qui font plus de 150 caractères, on les compare au corpus du public sur GitHub, et en fonction de votre configuration, on la renvoie ou pas. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce modèle-là, il est basé uniquement sur le code public de GitHub. Mais tout le code public de GitHub. Il n'y a pas de notion de licence ici. Quand on construit un modèle, on lit tout le code, on analyse, on fait un modèle, donc en fait, c'est comme si vous étiez capable de lire tout GitHub, tout ce qui est public, tout je lis, ça rentre dans mon cerveau, voilà, c'est fait, vous avez un modèle dans votre base, dans votre cerveau, après vous utilisez ce modèle-là qui est un sous-ensemble, en fait, on ne va plus jamais accéder, plus jamais. On n'utilise jamais le GitHub qu'il y a derrière, c'est uniquement le modèle qui est utilisé pour faire de la génération. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on est à générer des suggestions, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et donc ce modèle-là, il est construit de façon régulière. Si vous faites du chat GPT ou si vous avez fait du chat GPT, vous savez, à un moment, c'était fabriqué, le modèle avait été entraîné en 2021, donc il y avait un décalage dans le temps. Ben là, c'est pareil. Nous, je crois qu'il a été fait en octobre 2022, il a été mis à jour en février. Et ça ne bouge pas, ça bouge pas. C'est, une fois qu'on est là, le modèle, il est créé, c'est juste comparer du code. Et jamais on utilise le code que vous nous envoyez pour enrichir le modèle. Quand on est en Copilot for Business, on n'utilise jamais votre code pour enrichir le modèle. Et sauf si vous avez du code public, c'est-à-dire que par exemple, si on prend les projets open source de la Maïf, ils ont été utilisés pour entraîner le modèle qui est là. Mais ce n'est pas du code privé, c'est juste un projet open source qui est présent sur GitHub. Quand on est là, qu'est-ce qui se passe quand on va soumettre du code? Et je vais expliquer ce que c'est que le contexte dans une seconde. C'est que vous envoyez du code à GitHub, au service copilote de GitHub. Si votre IDE, on s'en fout de l'endroit d'où vient le code. Vous ouvrez un projet, qu'il soit sur GitHub, qu'il soit sur GitLab, qu'il soit sur la Subversion, qu'il soit sur du Perforce, il n'y a pas de source control, c'est pas grave, dans le copilote, c'est dans l'IDE. C'est l'IDE qui fait quelque chose. Vous tapez du code, vous avez des fichiers ouverts, ça envoie un contexte. Ça met les suggestions. Et le point qui est super important, c'est le dernier. On ne garde pas ce que vous nous avez envoyé. On va garder un petit peu les suggestions pour des histoires d'abus, etc. Mais ça, c'est jamais utilisé pour enrichir quoi que ce soit ou garder. Et c'est notamment une discussion qu'on a très très souvent avec les départements légaux des boîtes. Quand votre boîte, elle utilise déjà github.com, et tout votre source code de vos applications sur github.com, il est déjà sur github.com. De notre côté, on pourrait dire, bon, on s'en fout, il est déjà là. Mais si vous êtes on-premise sur une version GitHub Server qui est chez vous, ou sur un autre source control qui est votre code n'est pas sur le cloud du tout, vous envoyez effectivement du code sur le cloud, alors pas exactement du code, une sous-version de votre code sur le cloud, dans un service GitHub qui est juste une API REST, et c'est effacé. Il faut garder juste ça en tête. Par contre, ça n'existe que sur du SaaS. Ce qu'on appelle le contexte, là, qui vient de votre IDE, c'est chouette parce qu'il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. Parce qu'avant, c'était compliqué d'expliquer ce que c'est que le contexte. Alors, c'est toujours compliqué, mais quand vous installez vos extensions,
En fait, dans l'extension, il y a l'intégration du fait que ça complète le code, mais il y a aussi toute une logique qui est faite, c'est qu'est-ce que j'utilise pour faire le contexte. Quand on parle de prompt engineering, vous savez tout ce que ça veut dire maintenant, en tout cas comprendre son principe à haut niveau, qui est de dire, je vais envoyer les données à partir de ça, ça va m'envoyer un prompt, l'intelligence artificielle va recevoir plein de mots, et à partir de ces mots-là, va définir quelque chose. Ben, le rôle de l'extension, c'est de définir ce contexte, qu'on appelle le contexte dans le contexte de GitHub Copilot, mais c'est un prompt, en fait, c'est créer un prompt. Et ce prompt, il utilise le fichier sur lequel vous travaillez, le curseur où vous êtes, l'endroit où est le curseur, pardon, ce qu'il y a autour, ce qu'il y a avant ou pas, les autres onglets qui sont ouverts, et les fichiers, le nom des fichiers que vous avez dans votre projet. Aujourd'hui, ça n'utilise que ça. Et ça va créer un contexte, créer un prompt qui va être envoyé. Techniquement, ça ne peut pas aujourd'hui envoyer plus de 6000 caractères. Ça ne sert à rien parce que GPT 3.5 est limité à 3000 tokens, je crois, ou 2000 tokens. Donc on n'envoie pas tout votre code. C'est pour ça que je disais, on n'envoie pas vraiment du code. On envoie, je suis en train d'écrire, je suis en JavaScript, j'ai un tableau qui est là, j'ai fait un tableau, j'ai noté cette variable, j'ai un autre fichier qui est ouvert avec telle ou telle librairie. Ça va envoyer des informations comme ça pour essayer de rendre le contenu une suggestion le plus intéressante. Il y a beaucoup de choses qui se passent côté client. Je vais justement aller sur le blog. Les liens sont dans le blog post. Ce qui est chouette, c'est qu'on a sorti la semaine dernière, alors je dis moi j'ai rien fait, hein, c'est des petits produits, des choses autour de comment on a utilisé le large modèle d'OpenAI pour créer Copilot, mais aussi cette partie-là est importante. Parce que quand vous allez travailler avec Copilot, alors je ne sais pas si vous me confirmez ou pas, c'est votre sensation, mais on a quand même l'impression qu'il apprend du code sur lequel on bosse. On a l'impression qu'il est entraîné, c'est parce qu'on va se poser la question, ah bah oui, mais le mec de GitHub, il m'a dit qu'on n'utilise pas notre code pour entraîner. Oui, on n'utilise pas votre code pour entraîner, et pourtant on a l'impression que c'est le cas. Alors pourquoi on a l'impression que c'est le cas? C'est grâce à cette extension et l'intelligence qu'on a mis sur les clients. L'article est super intéressant, mais il y a un petit schéma qui est pas mal pour ça. Parce que si je lance, ça va marcher là. En fait, vous voyez ici, il y a ce qui se passe côté local sur l'IDE, ce qui se passe sur le serveur. Il y a plein de choses qui se passent en local. Je regarde les fichiers ouverts, les databases qui sont sur l'éditeur, j'ai une vector database pour essayer de comprendre comment est organisé mon code. Et ça, c'est en local, il n'y a pas d'intelligence, proprement dit, c'est de l'algo. Et à partir de ça, je fais une prompt. Et j'envoie le prompt. Donc ce qui est important, c'est que vous allez de temps en temps voir des gens qui ont dit oui, je ne comprends pas, on m'a dit que ça n'utilisait pas mon code privé, et pourtant ça m'a généré exactement la même fonction que j'ai dans un fichier à côté. Mais si tu as un onglet qui est ouvert, potentiellement il va utiliser ça pour faire le prompt, et donc générer. Mais ce n'est pas qu'il a appris. Parce que déjà, pour apprendre, il faudrait recompiler le modèle. On ne le fait pas tous les jours, on ne le fait pas à chaque fois que vous faites un commit. En tout cas pas aujourd'hui, on verra dans le futur comment ça va évoluer. Donc, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans GitHub si on a confiance en GitHub sur la partie data privacy, il y a plein de choses dans les contrats, mais ce qu'on fait beaucoup chez GitHub dans les entreprises aujourd'hui, c'est autour de Copilot, c'est mettez en contact votre équipe, envoyez-nous des questions légales, on vous les pose à notre département juridique qui répond. Il y a beaucoup de discussions autour de ça aujourd'hui. Sur le côté technique, c'est faut tester, et quand vous testez, comprenez ce qu'est le contexte. Là, on va voir sur les démos à quoi ça correspond. Et donc, si on a un code dans lequel on a mis GPLv2, il va s'en servir pour aller chercher du code dans GPLv2 et pas... Non, il va aller chercher du code. Il ne va pas chercher du code, il va générer du code. Donc on s'expose finalement quand même à des patents de troll si on utilise Copilot sur du code. Je pense pas, non. Non, pas vraiment. Je pense pas. Après, alors, la réponse que je dois donner, c'est faut voir avec les juristes. Parce qu'en fait, le problème des patentes, c'est un sujet que nous, informaticiens, on ne sait pas faire. Ce que tu as le droit ou pas de faire avec une licence, c'est super compliqué. Et ce qu'il faut garder en tête, mais alors, là-dessus, c'est quand tu tapes du code, et c'est tu vas voir ce que ça tape comme code. Tu ne vas pas t'amuser à écrire Copilot, fais-moi une application de gestion d'images et de transformation d'images de noir et blanc, de couleur en noir et blanc. Où là, potentiellement, tu vas faire plein d'algos, et dans l'algo généré par Copilot, tu pourrais te poser la question,
est-ce que cet algo a déjà été présent? Alors déjà, si tu mets les 150 caractères et le filtre, il ne va pas te le renvoyer. D'accord? Il n'y a pas de copie. Le fait que le modèle ait été utilisé sur des licences, ça n'a rien à voir avec l'utilisation du code. Toi, tu n'utilises pas le code qui est derrière. Le code est à chaque fois généré. Et ce qui se passe, c'est que tu ne fais pas ça quand tu travailles avec Copilot. Copilot, il est là pour t'aider à coder au quotidien. Il n'est pas là pour te remplacer. Si vous pensez que l'intelligence artificielle va nous remplacer dans les 5 ans, ce n'est pas le cas. L'intelligence artificielle va nous aider à être plus productifs. De la même façon que quand les bûcherons sont passés de la scie automatique, de la scie manuelle comme ça, à la tronçonneuse, il y a ceux qui ont la tronçonneuse et ceux qui ne l'ont pas. Ça, c'est la tronçonneuse pour les développeurs. Vous allez être plus productifs. Mais derrière, le charpentier en a toujours besoin, l'intelligence de créer l'architecture, etc. C'est là notre valeur. L'algo compliqué qui va permettre de transférer les couleurs en noir et blanc, je ne sais pas de quoi je parle, mais bon. C'est cette partie-là qui est intelligente, c'est cette partie-là qui est super intéressante pour nous. Toute la plomberie autour, on s'en fout. Et cette partie-là, c'est cette plomberie-là qui est super excessive. Et on va voir. Et après, il y a quelque chose qui est intéressant d'ailleurs. Hop. Très intéressant sur ta question. Tu vas dans les termes de service de Copilot. Et ici, tu as 2 pages, c'est 2 pages. Il y a un truc qui est intéressant. Déjà, le code qui est généré, c'est le vôtre. Et regarde ici. Ici. Si tu as mis en place le filtre sur le code public, on va t'aider à te protéger si tu es attaqué. Et avant, il y avait une limite à 500 000 $. Là, il n'y a plus de limite. Voilà, la limite, elle est liée à votre contrat avec GitHub, Microsoft, etc. C'est vraiment... moi, n'étant pas un juriste, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui se passe, c'est que c'est une partie qui est clé, qui est... À chaque fois, ça génère du code. C'est comme si toi, tu avais tapé le code. Quand tu as lu du code et que tu tapes du code, ton cerveau, il utilise ce que tu as lu précédemment. Pour moi, c'est la même comparaison. En fait, la licence qu'il y a dans le code qui a été utilisé pour faire le modèle, nulle part elle apparaît là. Parce qu'en fait, le modèle il a été créé à une date donnée, et le code qui a été utilisé pour la licence n'est pas utilisé pour créer un programme, il a été juste pour lire. On n'exploite pas le code. Alors, OpenAI, les IDE, voilà les IDE qui sont supportés. Si vous faites de l'Eclipse, tant pis, changez, il est temps. Ça fait 8 ans qu'on fait de l'Eclipse. Qui fait de l'Eclipse? C'est le moment de changer. L'autre partie qui est intéressante, c'est que on va dire qu'on supporte tous les langages. Potentiellement, c'est vrai, ça supporte tous les langages, parce qu'en fait, vous pouvez tester avec plein de langages. Par contre, comme c'est dans le truc est en train d'entraîner sur les langages, les projets publics, ça veut dire que plus il y a de présence publique, plus les suggestions vont être intéressantes. Ça ne marche pas sur COBOL du coup. Parce que ça intéresse des banques. Alors ça marche, si ça marche. La suggestion ne va pas être intéressante, mais il va être capable de t'expliquer le code COBOL. Tu veux dire qu'il y a des repos publics COBOL? Oui, il y en a quelques-uns. Et après, il y a la doc. Après, il y a tout ce que OpenAI a aussi, tout ce que OpenAI a utilisé pour s'entraîner, les docs publics, la doc de PLSQL, etc. Moi, j'ai testé avec PLSQL. Il arrive à générer du code. Bon, à la rigueur, ça, je m'en fous, mais il arrive à le documenter et à le convertir dans un autre langage. Quand je dis convertir, c'est pas un outil de migration. Parce que on dit ça à un manager, il dit ah tiens, clac, paf, c'est fini. Informatique, c'est magique. Ce qui est intéressant, j'avais eu une discussion, j'étais à Devox, on était pour ceux d'entre vous qui étaient, et Copilot, ça faisait partie des sujets auxquels on discutait beaucoup avec les développeurs. Et là, on voit la liste des langages principaux et on voit ce qui est de nouveau, notamment si on fait du Terraform, pas de souci, vous faites du Terraform avec Copilot, vous testez. Mais attention, c'est un assistant. Il ne faut pas s'attendre à ça va me faire mon infrastructure de façon magique. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Dans quel cas, il y a un côté magique. Dans certains cas, il dit oh là là, c'est vraiment impressionnant. Dans certains cas, on dit ah ouais, je vais devoir modifier ça et modifier ça. Mais c'est toujours mieux que de rien avoir au début. Et typiquement, la personne qui est venue me voir, elle m'a dit oh, j'utilise Copilot, je suis super content et tout. Je fais de l'Angular, c'est génial. Je fais de l'Elixir, c'est pas très bien. Alors je lui ai dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas... En Angular, je voyais très bien ce que ça voulait dire, c'est très bien, parce que moi je fais du Vue.js et c'est super. C'est un framework qui est vraiment connu, ça l'aide. En fait, je lui ai demandé, tu compares à quoi quand tu dis c'est pas super? Tu compares à Angular
Copilote pour Angular et Copilote pour Elixir, où tu compares Elixir sans Copilote. Je me dis, ouais, je compare Angular. Je me dis, bah oui, mais est-ce que ça t'aide malgré tout à faire quelque chose de plus? Parce qu'Elixir, c'est un nouveau langage. Je ne sais pas si c'est un nouveau langage, mais c'est un langage un peu plus de niche. Donc ça va aider, mais ça va aider moins que sur JavaScript avec Angular, ça c'est clair. Donc il faut juste tester quand vous avez un langage. Donc pour le COBOL, il faut tester. Le COBOL dans Eclipse. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment arriver avec cette idée, c'est là pour aider, c'est pas là pour nous remplacer. Et c'est surtout pas. Si vous voulez piéger une intelligence artificielle, c'est entre guillemets pas dur. Lui faire générer du code merdique, on va y arriver. Mais si c'est votre objectif, ben, prenez pas Copilote. Prenez un produit concurrent et dites que c'est merdique. si l'objectif il est vraiment de se dire bah, j'ai envie d'avoir un outil et ça m'aide, ben, vous l'utilisez. Alors moi j'aime bien, je fais ma démo de plusieurs façons. Je démarre, pour ceux qui n'ont pas utilisé, qui n'ont pas encore vu, je démarre de zéro en JavaScript. Je montre un langage que je ne connais pas. Et après, je monte mes applis parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on développe, la plupart du temps, on arrive sur un code existant. Et le nombre de fois où on crée des projets de zéro, ce n'est pas la majorité du code. Et ça, c'est important par rapport à ta question, justement, sur qu'est-ce qui va être généré. Et je vais aussi vous montrer le futur de Copilote. Qui a entendu parler de Copilote X? Ouais. Alors, Copilote X, c'est le nom d'une vision. Après, il y a plein de fonctionnalités à l'intérieur, je reviendrai dessus. Donc là, je suis sur une application Node.js. Il n'y a rien pour l'instant dans l'application. Et j'ai installé des extensions. Il y a une extension qui est importante, qui est celle-là, Copilote. Vous installez cette extension. Cette extension, en fait, vous vous connectez à GitHub. Votre compte doit avoir accès à Copilote. Copilote, c'est pas gratuit. C'est $10 par mois si c'est en version individuelle, $100, et c'est $19 par mois pour les entreprises. Le cher, pas cher, on peut en discuter. C'est une discussion avec le service achat. Oui, mais même pas avec le service achat. Même si tu gagnes que 2% de productivité, en 3 jours, tu as remboursé si tu payes $6 000 par mois. Donc, il y a des choses autour des coûts, quelquefois tu dis, mais je comprends pas trop. C'est la même discussion qu'on avait quelques années quand on parlait d'Eclipse par rapport à IntelliJ. Oui, Eclipse c'est gratuit. Oui, mais si Eclipse te rend pas productif, vaut mieux que tu payes IntelliJ à la personne, et il va bien bosser, il va être content, il va pas avoir envie de courir dans une autre boîte parce qu'il lui file IntelliJ. Moi, je vais vous montrer principalement comment j'utilise Copilote, et là, ça sera intéressant de le voir par rapport à vous. Je ne l'utilise pas pour me remplacer. Je ne cherche pas à ce qu'il me remplace, je cherche à ce qu'il me rende plus efficace. Et ce que je vais faire, c'est que je vais documenter ce que je veux faire. Par contre, j'écris beaucoup plus de commentaires qu'avant. Et en fait, je ne documente pas vraiment mon code, j'influence la génération du code. Et à chaque fois que je vais taper du code, vous allez voir, il y a le petit copilote qui est là, qui va se mettre à tourner. Quand il tourne, c'est que ça appelle 2 API. C'est pas très important de le voir tourner, sauf quand ça part en plus. Je vais lui dire import express. Et là, il a déjà commencé à travailler. Tout ce qui est après le curseur, c'est généré par Copilote. Donc, il va tout le temps être là. Vous acceptez pas. C'est pas ce que je veux faire. Je vais lui dire create. Parce que je fais de l'express, je crée le A. Ah voilà, il a dit A. Il accepte. 3000. Pourquoi il prend 3000? Parce que la plupart des applications de Node.js, quand elles sont, c'est du 3000. Et je veux faire du 5000 ou utiliser l'environnement variable. Entrée, j'ai même pas besoin de regarder. Et ça marche? Ah non, ça marche pas, c'est pas possible! Et l'effet des mots. On va voir si. Construis ton application. Voilà, c'est bon. Là, moi j'aime beaucoup travailler comme ça, ligne par ligne, bloc par bloc. Parce que je garde le contrôle, je comprends, j'ai pas besoin de relire le truc. C'est que là, j'accepte l'import, j'ai créé l'appli, il me récupère le port. Et quand je parlais de la plomberie tout à l'heure, des trucs comme ça, on l'a fait partout dans le code. Ne serait-ce que ça, c'est intéressant. Une façon intéressante de parler de Copilote, c'est que quand on n'est pas un junior, parce que ça peut être différent quand on est un junior, c'est pas nécessairement un nouveau développeur, mais quelqu'un qui découvre une nouvelle technologie, un nouveau framework. Quand on sait qu'on est comme ça dans un cas où on a l'habitude de le faire, on
sait déjà tout ce qu'on a à faire. Le boilerplate, le template, on l'a en tête. Par contre, il faut le taper ou le copier-coller quelque part. Ce qui est marrant avec le pilote, c'est que là, il va commencer à me suggérer quelle pourrait être la prochaine étape. Donc si ici, la plupart du temps, dans les applications Express, ils vont proposer de se connecter à une base de données. Si vous faites du CRUD, insert, update, delete, vous avez fait insert, update, il va vous proposer delete et list. Automatiquement, il va commencer. Et il le fait en s'appuyant sur le contexte que vous avez. Le contexte que j'ai, pour l'instant, c'est uniquement index.js. Et le fait qu'il, dans mon répertoire, il sait que c'est du package.json, etc. Et comme j'ai mis Express, il l'utilise. Moi, je vais lui dire create route. Alors, on peut écrire les commentaires en français. Je sais pas si create route. Alors là, on va le faire. Créer une route pour dire bonjour à Maine. Ah oui, ça comprend le franglais. Pourquoi j'ai mélangé les choses? Ouais, mais il va comprendre quand même. Il va comprendre quand même. Il va comprendre quand même. Ouais, il comprend le franglais. Ah. Et vous voyez là, moi, une fois de plus, je travaille ligne par ligne. Il y a plein d'autres façons, mais souvent je travaille comme ça. Donc là, hop, il a fait ça. Il m'a proposé la version par défaut. C'est quoi l'étape suivante? Ah là, il met le commentaire. Tiens, c'est la première fois qu'il met le commentaire en français. Et je démarre le serveur. En fait, ne serait-ce que ça, il y a un côté magique. Et il y a quelque chose dans l'expérience du développeur qui fait sourire. Et malgré tout, quand on parle de développeur happiness, oh tiens, il m'a fait ça. Moi, j'ai découvert qui parlait le français, qui comprenait le français. En fait, c'est normal puisqu'il s'appuie sur GPT et GPT le fait. C'est quand je travaillais pour une administration française, je faisais un POC, il me demandait d'écrire tous les commentaires en français. Et il complétait les trucs dans les Word. Malgré tout, qui fait de l'Express ici? Qui n'a jamais vu Express? On est d'accord qu'il y a un côté quand même magique, c'est que je lui ai dit, tu me fais une API avec une route, tu prends un paramètre et tu mets une valeur par défaut. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas fait, vous apprenez le framework pendant que vous codez. Et quand je disais qu'on ne change pas de contexte, c'est ça. Et ça, c'est un côté qui a un gain de temps qui est vraiment, vraiment impressionnant. Quand on va apprendre arriver sur un projet, c'est aussi le contexte dans lequel je travaille. L'étape suivante, je vais montrer 2-3 trucs. Les questions qu'on va se poser quand on parle de générateur de code ou d'assistance, c'est comment ça respecte les règles de nommage, comment ça respecte la qualité du code, etc. Plus votre code est de qualité, plus les suggestions vont être de bonne qualité. Donc si Copilot vous génère du code merdique, vous avez une part de responsabilité. Je dis une part de responsabilité. Là, je vais créer une nouvelle fonction. Je repars en anglais, d'accord? Il me crée une fonction. Je vais fermer la collab et là, il va me créer le bloc automatiquement. Il me crée plus qu'une ligne. Si j'ai envie d'en voir plus, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors là, ils vont changer quelque chose dans l'extension. Non, hop. Désolé, je ne le fais pas comme ça. Alors, je vais le faire comme je le fais normalement, parce qu'on peut y arriver par le menu, mais je tape CTRL-Entrée sur mon clavier pour dire donne-moi toutes les suggestions là, j'ai une idée, là, ce que tu me donnes, mais je pense qu'il y a d'autres façons de le faire. CTRL-Entrée, ça va ouvrir la fenêtre Copilot, et ça va donner 10 suggestions. Ça cherche, là ça prend un peu plus de temps. Et là, je peux regarder. Je suis un développeur senior, je m'inspire, je regarde, je commente, à la rigueur, je dis ah, il fait n'importe quoi, machin, je suis content, j'ai réussi à le piéger. Mais je vais avoir plusieurs façons de le faire. Je vais essayer d'en prendre un. Donc j'accepte cette classe, cette fonction. Ah, voilà. Top. Pour une fois, ça a marché. Et réussi. Ce code est identique à du code qui a été trouvé sur les repo. Comment vous faites ça aujourd'hui dans vos applications? Vous ne faites pas, hein? Et pourtant vous faites du copier-coller, le Stack Overflow, le machin, etc. Donc la licence qui vient du mec qui a copié dans Stack Overflow d'une licence GPL, machin, là on est presque un peu plus protégé.
Alors je dis un peu plus, volontairement, là je joue le couillon hein, quand je dis ça, mais j'aime bien jouer le couillon. Parce que de toute façon, la façon dont j'ai configuré ça, c'est parce que j'autorise le code public de plus de 100 caractères. Il faut faire attention. J'autorise une suggestion qui fait plus de 150 caractères, qui est identique à du code public, je l'autorise. Pour être protégé actuellement sur les histoires faut changer cette configuration. Et ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau de votre compte ou de l'entreprise. Là, je vais vous montrer comment on configure Copilot. Là, je vais sur github.com. Mon source code, il n'est pas dans GitHub. Le source code de ma démo, il n'est pas dans GitHub. Si je vais sur mon profil, et ici, vous avez un petit onglet Copilot. Et dans mon onglet Copilot, vous voyez ici, c'est géré par une organisation qui s'appelle Octodemo, c'est géré par une entreprise. Et là, je peux bloquer ou pas. Là, il est bloqué sur ce compte-là, il est ouvert sur l'entreprise. Donc, vous pouvez contrôler cette partie. Donc, là, il m'a alerté comme quoi le code était public. J'ai estimé que ce code-là, de toute façon, pourquoi 150 caractères? Il faut bien choisir une limite. En dessous de 150, on ne va pas quand même, quelqu'un ne va pas s'amuser à poser m'attaquer parce que j'ai appelé isPrime non variable. On a estimé que 150 caractères, c'était suffisamment grand pour ne pas lever tout le temps et suffisamment petit pour malgré tout essayer de limiter le. Donc là, il m'a généré la fonction top. Vous savez qu'en Java, en Java ou en JavaScript, etc., on a différentes façons de nommer les fonctions, d'organiser les fonctions. Là, j'ai appelé fonction get machin. Si vous avez dans votre code, vous n'aimez pas déclarer les fonctions de cette façon-là, parce que dans le code existant, vous utilisez des lambdas, des fonctions anonymes. C'est-à-dire que vos fonctions sont comme ça partout dans le code. D'accord? C'est une autre façon de le faire. Moi, j'ai pas d'avis. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Je mélange les deux dans mon code, comme ça. Ce qui va se passer, c'est que je vais taper exactement. J'ai oublié le commentaire que j'avais tapé, mais je vais faire plus ou moins la même chose. Create function, get prime number. Là, il me fait une lambda. Parce que dans le contexte dans lequel je suis, pour cette application, il a considéré que la façon de noter le code, c'était de faire une lambda. C'est pour ça que je vous disais, plus votre code est bon, organisé, etc., c'est-à-dire qu'il n'y a pas de check style ou de linter dans Copilot, comme il n'y en a pas, continuez d'en mettre, et si vous n'en avez pas, il est temps d'en mettre, pour vérifier la qualité, l'organisation de votre code, normaliser. Donc il va s'adapter, et ce n'est pas votre façon de coder, c'est de ce qui a ouvert. C'est-à-dire que vous changez de projet, vous êtes le projet planche à voile, le projet kitesurf, et planche à voile est super bien codé proprement, et kitesurf c'est très merdique. Il va continuer de coder de façon merdique ici, en s'appuyant là-dessus. Et à l'inverse, il va le faire proprement par rapport au contexte du projet. Si juste avant de partir sur les autres langages, vous voyez le commentaire qu'il vient de me rajouter là? En bas, j'ai créé une fonction pour les nombres premiers. Qu'est-ce qu'il me propose? De faire la route pour appeler la fonction des nombres premiers. Il y a un côté, moi je considère magique. Après, on a plein d'autres façons de travailler. Ça peut être aussi, par exemple, si je veux. Alors souvent, je fais dans mes démos Copilot, je fais des tests. Ça m'arrive comme ça de partir. Je vais créer un. On peut taper un commentaire beaucoup plus long. Hop. Et là, je lui demande de me créer. Et je vais aller chercher la classe qui va bien être. Vous voyez ici, il a partiellement commencé à faire des données d'exemple. Après, il faut regarder ce qu'il a fait ou pas.
Et on peut réinfluencer, hein, si je change le commentaire et que je génère, je vais réinfluencer. Là, quand on parle de prompt engineering dans le cadre, c'est ça en fait. Alors après, moi, dans ma façon de travailler, j'en suis pas à essayer de refaire ma requête 50 000 fois pour machin. Je code, la suggestion est bien. Si je vois qu'en changeant un tout petit truc, je peux l'avoir, je vais le faire, mais je cherche pas, justement, parce que moi, ce que je veux, c'est que ça m'accompagne quand je code. Quand on veut travailler sur un nouveau framework, je fais pas de Python. Alors, à force de dire je fais pas de Python, ce n'est pas un bon exemple parce que j'en fais tout le temps maintenant. Déjà, j'en fais tout le temps quand je fais mes démos. Mais je fais pas de Python sans copilote. C'est-à-dire que j'utilise Python parce que il y a un côté qui est très sympa. Le côté low code, c'est du pseudo-code. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre. Donc, pour faire une première itération d'un service, c'est intéressant. Et je me suis dit, je vais regarder comment ça peut m'aider pour apprendre Django. Si je devais apprendre Django. Donc j'ai créé un projet vide. Django, c'est un MVC en Python. On lance une commande, ça génère tout ça. Et là, j'ai en fait modèle dans une application qui s'appelle Books. Et je vais commencer à taper le modèle. Classe, auteur. J'attends, hop, il m'a fait quelque chose. Je pourrais avoir la liste d'autres propositions, mais je vais le prendre comme ça. Ce qui est vraiment sympa, aujourd'hui, dans la version de ce que je vous montre, là, il n'y a pas de refactoring de code, etc. Ça arrive, on va avoir des possibilités de modifier du code, faire du refactoring. Mais si on regarde ce qui se passe là, on voit déjà 2-3 trucs intéressants, c'est qu'il a pris un nom, il a utilisé un champ caractère, il a utilisé un âge, il a fait un integer, il imprime le nom. Et moi, en fait, mes objets, j'aime bien qu'ils soient un peu plus précis, donc si je veux plutôt quelque chose, je vais faire first, hop, incomplete, ça je le fais beaucoup, attends, hop, last, je vais faire email, il m'a fait un champ email, je ne savais même pas que ça existait dans Django, et je veux pas un âge, parce qu'un âge, il faut qu'on ait idiot pour faire ça, je vais faire date of birth, j'ai la date. Par contre, mon code est plus bon parce que self-name n'existe plus, donc je vais aller modifier ça. Hop. Et tous ces petits trucs-là. Et tu vois, là, quand je parlais d'algo, moi j'ai plus besoin de ça que le super algo, parce que le super algo, c'est la partie qui m'intéresse. Cette partie-là, c'est rébarbatif. Je vais créer un book. En anglais. J'attends, allez hop, au boulot. Top. Vous êtes responsable du code. Copilote ne comprend pas le métier. Quand je dis ne comprend pas le métier, il essaye de comprendre le plus possible, mais ne comprend pas le métier. Notamment, là ce qu'on voit, c'est que j'ai des auteurs, j'ai des bouquins. Il y a un problème là. En tout cas, il n'y a peut-être pas de problème, mais en tout cas pour moi il y a un problème parce qu'un bouquin a plusieurs auteurs, potentiellement. Il a généré quelque chose d'intéressant, il m'a dit ça. Je connais pas Django. Alors, je le connais toujours pas, mais je sais que ma démo va marcher. C'est différent, mais au début j'ai testé vraiment comme ça. Et j'ai dit bah ouais, mais en fait il y a plusieurs auteurs. Voilà. Done. Et tous ces trucs-là, c'est un côté vraiment intéressant pour apprendre, découvrir. Et quand vous connaissez l'outil, c'est pareil, ça vous aide de la même façon parce que ça va taper un peu plus vite que ce que vous faites. Si je pars sur la partie vue, point important, pour le contexte, les onglets qui sont ouverts sont utilisés. Donc quand vous travaillez sur quelque chose avec Copilote, ouvrez plusieurs onglets. On n'envoie pas tout le code, hein, je vous ai dit 6000 caractères, de toute façon l'objectif c'est que ce soit le plus rapide possible. Il est plus important, ce qui est très important avec Copilote, c'est que ce soit très réactif dans l'IDE. Il faut que la complétion elle soit identique à ce que vous avez quand vous travaillez avec une boucle dans IntelliJ ou des trucs comme ça. Et généralement c'est le cas, c'est assez rapide. Là je vais créer une vue. Et quand je fais ça, quand j'ai besoin, je sais que je vais avoir de code un peu plus compliqué, c'est là où j'utilise, dans la version actuelle de Copilote, cette fenêtre, beaucoup. Et dans la réalité, c'est bien, mais ça ne va rien faire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, vous voyez ici, il m'a créé une autoforme. Alors, j'ai découvert petit à petit ce que c'était, c'est que dans ce cas-là, on crée un objet qui mappe la forme et qui fait tous les champs et ça peut mapper. Mais moi, j'aimerais bien récupérer les champs un par un.
Est-ce qu'il le fait ici? Non, il ne fait pas grand-chose. Mais par contre, je peux simplement rechanger un petit peu. On va voir si ça marche. Alors dans la vraie vie, on est d'accord qu'on ne va pas nécessairement attendre qu'un machin, on code en fonction de la façon dont vous bossez. Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi il m'a mis en commentaire. On va le laisser juste pour la démo. Et vous voyez là, par exemple, j'ai pu influencer en lui disant un poste, tu récupères les champs un par un. Donc pour découvrir les technos, il suffit d'avoir lu un tout petit peu la documentation, on va pouvoir faire des choses. Donc tout ce que je vous montre là, c'est sur du code existant, c'est sur le copilote, pas le copilote du futur, le copilote qui existe actuellement. Avant de partir sur la partie Java, etc., je vais vous montrer copilote chat, copilote X. Alors je vais repartir sur quelques slides pour expliquer le contexte. On a jusqu'à quelle heure? Quand tu veux. On a le Tu temps. veux. Moi, vous avez vu, je suis très bavard. Les pizzas arrivent vers 19h45. Ah bah Léon. Moi, j'ai pas le droit de parler à la bouche pleine, mais vous avez le droit d'écouter la bouche pleine. La copilote X, vraiment la phrase qui est importante parce qu'il y a eu un mix dans la façon dont on a annoncé le truc. C'est pas un produit. Copilote X, c'est la vision du futur du développement pour avec l'intelligence artificielle. Et sinon, il y a un autre petit mot qui est intéressant. On va juste prendre copilote comme ça, là. Qui fait du Windows, de l'Office 365, etc. Personne n'a l'Office? Vous l'avez tous Google? Si, on l'utilise, mais... Ah non, tout le monde. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, copilote est le terme qui est maintenant utilisé chez Microsoft. Alors, à l'origine, c'est GitHub. Alors, le nom copilote vient de l'écosystème GitHub. Et on dit GitHub Copilot et j'essaye tout le temps de dire GitHub Copilot parce qu'en fait, maintenant, Copilot, c'est le terme générique chez Microsoft pour tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle pour aider les gens dans leurs tâches. Copilot pour Office 365, bah vous allez avoir de l'intelligence artificielle dans Excel, dans vos emails, etc. Et ça s'appellera également Copilot. GitHub Copilot X, c'est juste une vision avec plusieurs fonctionnalités. Et la première, c'est Copilot Chat. Quand on travaille avec ChatGPT, ou quand on joue avec ChatGPT, c'est vraiment impressionnant ce côté conversationnel, on garde un contexte, Le problème de faire ça en tant que développeur, c'est que vous avez votre navigateur, vous avez ChatGPT, vous copiez-collez des tas de trucs dans tous les sens, c'est top, mais quelquefois ça nous fait perdre du temps et on va commencer à se perdre. L'idée de Copilot Chat qui arrive, hein, pour ceux d'entre vous, vous avez peut-être déjà reçu l'autorisation. Non, c'est sur liste d'attente. C'est en train d'arriver là. L'idée c'est d'avoir le chat à l'intérieur de l'IDE. Donc là je quitte VS Code et je vais sur VS Code Insider, donc la partie Nightly Build de VS Code. Et je vais aller sur un projet qui est Pet Clinic que j'ai un petit peu modifié pour créer des bugs. C'est ma spécialité. Je n'ai jamais travaillé sur un de mes projets. Qui fait du sonar pour de la sécurité ou du checkmark ou du GitHub Advanced Security? Donc vous voyez que quand vous travaillez sur du code, l'idée normalement, le shift left dans la sécurité, le shift left dans la sécurité, c'est chaque fois que vous faites un push, vous devez scanner pour vérifier que votre code n'a pas inséré des failles de sécurité dans votre code. Chez GitHub, on a un produit qui s'appelle GitHub Advanced Security. GitHub Advanced Security. On a un outil de scan de code, on peut s'intégrer avec Sonar, avec un machin, mais là, moi, j'utilise évidemment l'outil de GitHub pour scanner ce code-là, et on m'a alerté, rien à voir avec Copilot, hein, pour l'instant, on m'a alerté que dans mon code, j'ai fait une requête avec un risque d'injection SQL. Et je peux voir, je peux dire, blablabla, blablabla, t'as mal travaillé, c'est pas bien. Et on va me dire, ah oui, mais regarde, pour résoudre le problème, tu peux faire un prepare statement et travailler proprement. Sauf que dans mon application, je vois pas de prepare statement, je vois pas le statement. Pourquoi? Parce que j'utilise, blablabla, je ne le vois pas, mais j'utilise le template le JDBC template de Spring Boot. Quand on travaille normalement avec des bons objets, si je ne travaille pas avec le JDBC template, on ne peut pas faire d'injection SQL, les frameworks protègent sur cette partie-là. Et comme là, j'ai voulu travailler comme un cochon, j'ai volontairement généré cette requête.
Alors là, je vais faire deux choses. Je vais vous montrer déjà, quand je vous ai expliqué, si votre code il est crade, Copilot va probablement vous copier. Sans apprendre de votre modèle. Mais je vais prendre ça et je vais faire insert loopet. On va tourner là. C'est lent à cause de la connexion, c'est sûr. Voilà. C'est une 5G là 4G+. On va prendre une 5G normale. Moi les pauvres. Je vais essayer, on va voir si c'est. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Juste au cas où. Là, il tourne. Moi je vais faire un speed test pour voir. Non, Vous mais avez pas la fais pas le fibre, test, on va dire que c'est ta Pas faute. encore. Non, on a 80, on a 108 mégabits descendre. 115. Donc, ce qui est intéressant là, je suis passé sur du pet clinique dans VS Code toujours parce qu'en fait, pour pouvoir tirer partie du chat, j'ai besoin d'être dans VS Code, c'est pas encore dans IntelliJ. Déjà, vous voyez, dans le contexte, il sait que je fais du contrôleur Spring Boot. Il m'a généré par rapport au nom, il m'a choisi par rapport à la birth date, il fallait bien qu'il choisisse quelque chose. Je tape entrée, j'espère que ça va aller vite, hein. Voilà. Là, il a copié mon code. Et pourtant, on a un filtre anti-injection SQL, entre guillemets. Mais si vous partiez de zéro, il n'aurait pas généré cette requête-là. Mais à cause du contexte, il va générer la requête parce qu'il va copier votre façon de travailler. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est un choix qui a été fait par le produit. Mais l'avantage, c'est que au moins, vos source code va toujours être identique dans vos bonnes ou moyennes pratiques. Mais là, j'ai été alerté parce que j'ai une bonne plateforme de CI, parce que j'ai mis en place du DevSecOps, parce que tout ça, je suis alerté qu'il y a ce problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, ici, j'ai la nouvelle version de Copilot avec le chat. Hop, donnez-moi une seconde, je vais vérifier. Je remets à zéro. Ce que je fais là, c'est j'ai vu qu'il y avait un problème, je suis un peu feignant. Quand on est développeur, on doit être feignant, on doit travailler sur l'efficacité de son travail. Je vais faire un clic droit, copilote, explique-moi. Et là, on rentre dans l'interactivité avec le même moteur derrière, mais dans l'IDE. Par rapport au code que j'ai sélectionné, il va me dire, attention, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et quelque part, normalement, il a dû me dire... Dernier paragraphe. Là, j'arrête l'injection SQL. Et un petit peu comme dans ChatGPT, vous voyez, il y a l'étape suivante, comment fixer le problème. Moi, j'ai plusieurs façons de le faire. Soit je clique dessus, ou simplement je fais... On a des commandes directement, je fais fixe. Il me fixe le problème, il m'explique le problème. Je vais poser un peu plus de questions pour essayer de comprendre comment c'est fait. Et je vais accepter la modification. Et là, cette partie-là d'interaction avec le développeur par rapport à ChatGPT est vraiment intéressante parce qu'ici, j'ai juste ça à faire, ça remplace le code. En fait, si tu avais déjà écrit un truc que tu pourrais mettre en TU pour vérifier que tu ne peux pas faire d'injection SQL. Voilà, tu me dis. Il suffit de poser la question en fait. Non, c'est énorme. De toute façon, tout ce que tu peux faire sur ChatGPT, tu peux le C'est faire. un truc de dingue. C'est pas mal. Et même si c'est pas parfait, c'est déjà pas mal. En fait, il y a des choses aujourd'hui autour des tests qu'on doit travailler. Avant de parler, alors, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas un champion. Alors c'est pas vrai, parce que pareil, depuis que j'ai copilote, je fais beaucoup de tests. Avant, j'en faisais jamais. Non, mais mon métier c'était de faire des démos. Je voulais pas démontrer des tests. Ce que je vais faire ici, c'est que parmi les nouveautés, je vais cacher le chat. Dans tout ce que j'avais montré avant, ce qui était frustrant, c'est que ça ne faisait que générer du nouveau code.
c'est rajouter des choses. Ce qu'on veut, c'est pouvoir le modifier. Là, je vais faire commande I, et je vais lui dire normalement, je rajoute, mais là, il l'a déjà fait. Je rajoute une petite commentaire pour lui dire extrais-moi le SQL sous forme de variable. Et je vais lui dire également, est-ce qu'il va le faire, on va voir. Je ne vais pas rajouter les commentaires. Donc, je vois ce qui a été modifié. Il m'a bien fait le try catch, il a bien imprimé. D'accord? Là, je vais modifier, je vais rajouter des commentaires. En fait, je suis tellement habitué maintenant que je n'ose même plus taper le commentaire. J'attends qu'il me le tape. Ok. Donc je tape des trucs. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais relancer le même commentaire que tout à l'heure. Celui de... Et là, il a repris le modèle du développement sur lequel je travaille. Quand je disais, ce qui est important, c'est plus votre code va être propre, plus vos utilisations vont être propres. Attention, là, je ne vérifie pas si le code marche, etc. Il y a des trucs qui ne marchent pas, hein, c'est que vous êtes responsable du code. Mais c'est quand même vraiment, vraiment pratique. Ça marche si tu mets une Javadoc à la place des commentaires normaux? Je comprends pas ta question. Genre, imagine, tu commences par créer une Javadoc. Ton commentaire, c'est un commentaire multiline. Tu mets slash étoile étoile et puis. Là, il n'y a pas de voilà. Comme ça, il t'écrit directement une Javadoc. Ah ouais, c'est un truc dans le genre. En fait, hop. Ah ouais, En fait, c'est ça qui est magique avec Copilot, c'est qu'il faut demander. La plupart du temps, il y a un résultat qui est plus ou moins satisfaisant, etc. Avant même que tu mets la Javadoc, c'est déjà à l'avance en fait que tu vas écrire une commentaire. Bah, plus ou moins, ouais, par rapport au contexte, il y a un côté. Est-ce qu'il est capable de faire des suggestions d'amélioration de code Non, pour l'instant, non. Non. Ça fait partie des choses qu'on a fait. Tu fais du reste, Yann? Oui. Est-ce que ça présente quelque chose d'intéressant ou c'est du n'importe quoi? Voilà. Ça ressemble à du Rust. En fait, pour l'anecdote, il y avait c'est un truc qui est rigolo, c'est que quand la première fois que vous testez à la rigueur Copilot dans votre contexte, rappelez-vous de la dernière tâche que vous avez faite un peu complexe, où vous avez dû réfléchir. Vous avez déjà le résultat, donc vous savez déjà ce que vous attendez. Utilisez Copilot pour le faire. Et vous allez voir après justement comment il réagit, comment il pense. C'est pas le premier cas d'usage à faire. Donc ça, la partie chat, elle arrive, elle est en train d'être délivrée à l'ensemble des développeurs, doucement. L'idée, c'est d'améliorer cette expérience utilisateur. Et là, je pourrais par exemple lui dire créer le fichier. Parce que pour l'instant, Copilot ne modifie qu'un seul fichier, peut proposer de générer des fichiers, mais il ne va pas créer plein de fichiers pour vous. Je vais vous montrer les tests, la conversion comme ça. Je vais vous montrer là vraiment comment je travaille sur mon projet. Pour l'instant, je n'utilise pas encore beaucoup Copilot Chat sur mes projets. Je l'utilise principalement sur cette démo pour fixer un bug, l'expliquer. C'est sur le projet sur lequel je travaille. Et ça demande une connexion internet vraiment bonne par contre pour bien marcher. Bon, Quand tu es en mobilité sur la... dans le train. Dans le train par exemple. Mais Dans le train, en fait, ce qui se passe, c'est que
c'est pas bloquant. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment tu vas arriver entre Niort et Poitiers, il y a la 3G, il n'y a plus rien qui marche, donc tu vas avoir moins de suggestions. Ça sera plus lent et tu diras bah tant pis, je ne le fais pas. C'est pas bloquant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand tu es habitué à travailler avec, tu... Un autre, allez, juste pour le plaisir des yeux, un autre truc qui est rigolo. Alors c'est pas fait pour ça nécessairement, mais moi j'utilise ça plutôt que ChatGPT. Plus besoin d'écrire tes tutoriels. En fait, tu vas avoir de l'aide pour faire le squelette. C'est vraiment... pareil, c'est un effet de bord entre guillemets le truc, c'est qu'il a la connaissance des frameworks, il a la connaissance des langages, donc il va aider. On va juste l'accepter pour voir un peu à quoi ça ressemble, ce qu'il a proposé. J'ai dû accepter le truc, mais bon. Mais sur le principe, moi, mes blog posts, j'utilise ça pour les taper. Je vais partir sur mon vrai projet cette fois, sur mon vrai projet, comment j'ai travaillé. Parmi les choses, ce que j'appelle mon vrai projet, c'est ça. C'est un site qui fait du sport et connaît Strava. Alors c'est le Strava des planchistes. L'idée en fait, Strava, c'est un réseau social de sportifs où on remonte toutes nos traces de course à pied, on peut commenter, on peut regarder. Et là, l'idée, c'est un petit peu ça, les utilisateurs remontent leurs traces et pour chacune des traces, dans le contexte de... Dans le contexte des traces, on va avoir, chaque fois qu'il y a une trace qui est remontée, notamment dans la partie intéressante du projet, c'est que dans le monde de la planche à voile ou de la voile, ce qui nous intéresse, quand on est nul, comme moi, c'est la vitesse instantanée, qui ne veut pas dire grand-chose. Et par exemple, la vitesse sur 500 mètres est importante, donc analyser le contenu de la trace, les empanages, donc le 1000 nautique, 100 1852. Donc dans la trace, il n'y a pas ces informations-là, c'est des points GPS, donc il faut calculer. Et donc ça, c'est les programmes que j'ai écrits. Et parmi les nouvelles choses que j'ai fait dernièrement, où j'avais vraiment l'utilisation de copilote, c'est que j'ai acheté un GPS particulier. Je vais pas vite, mais j'ai du matériel de pro. C'est un GPS qui est dédié pour les sports nautiques. C'est un truc qu'on met sur le bras, qui est très très précis, qui prend 5 points par seconde, machin. Donc, comme ça, si jamais j'ai une petite pointe de vitesse, il ne va pas la rater. Et ce qui était super intéressant pour le côté informatique, c'est qu'il a un format de fichier propriétaire, un format binaire. Donc j'ai dû écrire un parseur pour ça. Le choix que j'ai fait, parce que j'ai copilote, je me suis dit je ne vais pas m'amuser à essayer de faire un objet directement et tout parser d'un coup. J'ai pris l'objet, j'ai pris le fichier et je lis bloc par bloc. Donc je suis allé dans mon IDE, là je suis sur IntelliJ, j'ai l'extension copilote, j'ai copié la documentation ici et j'ai commencé à écrire mon parseur. Donc la partie je lis un stream, etc. Et donc il faut que je lise ces blocs, bloc par bloc. Donc au début, il ne pouvait pas m'aider beaucoup, ou il disait des conneries. Petit à petit, au fur et à mesure, je vais taper frame element, donc ça c'est IntelliJ, il me propose 4 octets. Parce que autour il y a 4 octets, je n'ai pas besoin, il me génère le bloc de code qui va bien, et il me génère le bloc qui va bien. Et parmi les choses qui sont amusantes, c'est que par rapport au contexte dans lequel il a vu qu'ici j'avais 4, j'ai lu 4 sur le offset, il a formaté le code je veux dire, ça c'est ma fonction à moi, parse number c'est ma méthode à moi, ça ne vient pas de... Et il a proposé un integer 32 signé. Je suis passé à 8, il m'a proposé un integer 64 signé. Il va essayer de deviner, entre guillemets, tout ça. Donc là j'ai pu coder très rapidement le parseur, et par contre pour écrire un parseur, il faut écrire des tests. Bon, ça part vite dans les problèmes. Et je ne fais pas de TDD, moi. J'écris et après on voit ce qu'il faut tester.
j'ai un fichier, je connaissais les données qu'il y avait à l'intérieur, donc j'avais mon test case qui était là. Et ce qui est amusant aussi quand on écrit avec le pilote, c'est que ça aide à écrire du code. C'est-à-dire que là, vous voyez, 2 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 20 secondes, je continue de coder. Étonnamment, ah bah non, là, ah bah c'est pas le 100 mètres, c'est pas grave, je vais lui dire que je veux 30 secondes, il va le faire tout seul. Automatiquement, il va me mettre les 30 secondes qui vont bien parce que j'ai un average, j'ai quelque chose. Si je continue. Donc il va compléter le code par rapport à ce qui lui paraît intéressant. Donc ça va aller très vite. Les données qui sont générées, bon, elles vont être par rapport au contexte, elles ne vont pas être valides, entre guillemets, sauf si j'écris explicitement génère moi, mais dans ce cas-là, ça sera tout. Et pour écrire le test, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que je suis allé dans. Quand j'ai commencé à écrire les tests, j'ai pris la même approche qui était de dire, ben, là j'ai fait le choix, après c'est dans la façon dont moi j'ai travaillé, j'ai simplement commencé, et là je suis avec le copilote normal, je ne suis pas avec le copilote du futur, du chat, etc. Il sait que c'est du gigabit par rapport au contexte, donc il va me générer 500 mètres, c'est pas 500 mètres que je veux, c'est 20 secondes. J'ai juste changé une variable dans une chaîne de caractères, là, d'accord? Le contexte va faire que, hop, il va générer le même bloc que précédemment, le commentaire qui va bien, le formatage qui va bien, etc. Moi, c'est comme ça que je travaille, mais si j'aurais pu écrire, alors, je ne connais pas les raccourcis clavier pour copilote là-dessus, donc on peut aller chercher par là. Mais moi, j'utilise peu cette façon de travailler parce qu'après, il faut relire tout le code. Donc, je préfère le lire bloc par bloc. Ça me paraît. Là, je vous montre vite, hein, juste sur le truc. Donc, il a fait la partie 20 secondes, 100 mètres, 500 mètres, 1852 mètres, etc. Quand on dit qu'on gagne en productivité, ces trucs-là, c'est pas super sexy pour les managers, ça, on est d'accord? Nous, les développeurs, on sait que ça nous aide. Et ça, c'est du gain où le temps que vous avez là, c'est du temps que vous pouvez passer soit à boire des cafés, soit, Le temps que la pipeline soit voilà, à améliorer votre pipeline, la code revue, etc. Je vais montrer juste un tout petit peu l'HTML et après on mange des pizzas et je parlerai du futur à la rigueur pendant qu'on mange des pizzas. Et je bug. Comme copilote. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Pas lui demander c'est quoi la suite? Pardon? Tu peux pas lui demander Ouais, c'est quoi la suite? Donc, j'ai monté en local mon site web, la démo, qui est incomplète. Alors, j'ai 2 démos à vous faire avant. Alors, 2 démos. Pensez à Strava, quelqu'un me dira Strava à la fin. Strava! Sur la trace, actuellement, en local, il manque des données. Il manque 1852 mètres, les 30 minutes, etc. Il manque des blocs de données. Et il manque des blocs de données ici. Alors c'est un projet que j'ai commencé en 2017. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un roi du design. Comme vous pouvez le voir, vous vous en doutez, je ne suis pas un développeur front. Donc Twitter Bootstrap, c'était très bien pour moi. Et en plus, à un moment, j'avais fait un peu d'Angular, de React, mais ça rend le truc vachement compliqué. Donc je suis en pur EJS, donc en template express. Mais c'est pas très important ce qu'il y a là. Je suis en train de le réécrire en vue, mais... donc je vais aller dans la partie... si je trouve... route... Il faut que je retrouve la page. View. Page. Donc, la façon dont c'est codé, hein, c'est assez basique. Je reçois des blocs de données. C'est une base Mongo derrière, donc on reçoit un objet JSON qui est mis dans le contexte de l'application. Si je vais chercher le 500 mètres, je vais juste vérifier que je suis bien là. Je suis sur la bonne page. Je suis sur la bonne page. Donc,
là, je vais montrer quelque chose. Dans la réalité, c'est pas comme ça que j'ai codé, puisque je vous dis tout le temps que je code bloc par bloc. Mais je vais simplement rajouter un commentaire en disant, je sais que je suis ici parce qu'il y a 500 mètres. Je vais faire donc affiche-moi de 1852 mètres, puisque je sais que ce champ existe dans la base de données, de 1800 secondes et de 3600 secondes. J'attends. Basé sur le contexte, il va savoir qu'il y a du bootstrap, qu'il faut faire un TR, etc. Hop. Il m'a généré les trucs, j'accepte. Il m'a oublié un TR. Et il a utilisé la même notation. C'est-à-dire que si je rafraîchis ici, hop, j'ai mis une nautique. D'ailleurs, il a fait une nautique avec Mike, il a même fait le bon libellé. Une demi-heure, 1 heure. Il m'a rajouté les valeurs. Par contre, elles ne sont pas présentes ici. Je vais prendre exactement le même commentaire. Je vais le mettre dans un autre endroit de ma page. Si je le retrouve. Ici. Hop, je descends. Et après, je n'expliquerai pas la magie, mais pourquoi c'est... Voilà. Hop, ici. Je prends ça, je fais ça. On attend. Là, ça vaut le coup d'attendre pour ça. Non, mais en vrai, en vrai. C'est mieux que du copier-coller, ça. Parce que je ne change pas les valeurs. Je rafraîchis la page parce que ça, c'est pas dynamique. Donc, et là, maintenant, le 500 mètres, le nautique et la demi-heure. Il s'est un peu planté parce qu'en fait, pourquoi il a fait le 500 mètres? C'est parce qu'il a vu qu'ici, c'était 250 mètres, etc. Mais par contre, il a adapté la génération du code, la suggestion du code, qui dans un cas, je vais chercher un template en dessous parce que je suis dans un contexte où tout le bloc qui est comme ça, vous voyez ici, pour les 5 valeurs du 100 mètres plus la moyenne, plus le etc., il a fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contexte est très important. Donc, souvent, on a des questions sur oui, mais si on a une méthode de log custom, ou si on a cette façon d'accéder à la base de données qui est super propriétaire, etc. Ben, au début, Copilot ne va pas savoir comment l'utiliser. Mais si, ça, on est d'accord que Partial Store Table, ça ne fait pas partie d'un projet open source, hein, ça fait partie de mon projet. Et il est capable de savoir, il va suggérer le code, parce que dans ce contexte-là, pour lui, c'est la bonne façon de faire. Donc ça, c'est intéressant dans la façon de travailler. Dernière démo avant les pizzas. C'est là où il faut dire Strava. Voilà, Strava. C'est une des choses qui est rigolote avec Strava, dans les choses que les gens aiment, c'est on partage sur les réseaux sociaux son résultat. Donc je me suis dit, je veux faire la même chose. Et en fait, je vais juste vous montrer, je prends ça, c'est une session. Il y a un résultat avec une petite carte sur la plage. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire envoyer ça sur une image carrée qu'on peut poster sur les réseaux sociaux, etc. Alors comme j'aime bien le backend, je l'ai fait côté backend, mais je ne l'ai toujours pas affiché sur le front, donc c'est inutilisable. Mais ça, c'est pas grave. Je me suis dit, comment faire ça? J'ai pas envie de tout programmer en 30-20 côté serveur, en JavaScript, etc. Je ne vais jamais y arriver. Je me suis dit, je vais faire un truc plus simple. Je vais créer une page web qui contient ce que je veux. Et que ça, à faire du CSS et du machin, c'est facile. Donc j'ai cette page-là, avec un petit bug parce que la connexion n'est pas assez rapide. Donc vous voyez, l'idée c'est ça, c'est je veux faire ça. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Selenium. Et je vais demander à Selenium de faire un screenshot. J'ai aucune idée comment on appelle Selenium, parce que je vous dis, je ne connaissais pas les tests, donc Selenium, je connais que le nom. Donc ce que j'ai fait, je suis allé dans mon projet, je vais le mettre ici, c'est pas très important. Et c'est là où j'aime bien Python, pour ce genre de choses. Je lui ai dit, voilà ce que je veux faire. J'ai simplement décrit toutes les étapes que je voulais faire. Ça m'a généré ça. Et j'avais une première implémentation du truc. Après, je l'ai paramétrisé, j'ai mis ça et j'ai fini par mettre ça dans un conteneur, et voilà, j'ai déployé ma première version. Ça doit faire quelques mois que je dois l'intégrer dans l'UI, et ça doit faire quelques mois que je dois l'écrire en JavaScript avec Playwright. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai validé que ça marchait, et moi ça me suffit. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais pour ce genre de truc, c'est vraiment magique. Et je m'étais amusé à faire, suite à une discussion avec dans une démo,
dans une démo, comme je viens de vous faire, là, il y a quelqu'un m'avait demandé est-ce que ça marche avec Azure Cognitive Services. Alors j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est qu'Azure Cognitive Services. Et ils m'ont dit, ouais, nous on utilise Form Recognizer. Et Form Recognizer, c'est un truc, vous savez, le truc le plus chiant sur la planète, c'est quelqu'un qui vous envoie un screenshot d'un tableau et vous avez besoin des données. C'est vraiment chiant ça. Un screenshot des logs, c'est pareil. Ouais, un screenshot des logs. L'idée de Form Recognizer, c'est une API qui vous permet de faire ça. Et je me suis dit, c'était après le call, hein, une fois que j'ai dit, la réponse que je donne tout le temps avec Copilot, c'est normalement ça devrait marcher, à vous de tester. Parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut faire. Et je me suis amusé à faire le petit Getting Started, j'ai juste validé le truc. Et après, sans sortir de GitHub, sans sortir de VS Code, j'ai réussi à écrire une petite appli qui me scanne, extrait un screenshot qui a un tableau et sort les cellules. Et il y a un côté ludique avec ça. Et c'est vraiment cette expérience qu'il faut avoir. Il y a un côté dans la productivité du dev, dans votre travail de tous les jours, mais également découvrir des nouvelles technos qui sont vraiment intéressantes. Voilà, donc à vous de tester. On va prendre les pizzas et en même temps je vous présenterai 2-3 trucs si ça vous va. C'est plus des vidéos, c'est pas des choses que moi j'ai faites, ça fait partie de la roadmap.